à la commune, etc. Et les gens viennent. Et à ces niveaux-là, c'est grave. Et donc, aujourd'hui, les études ont démontré que 85-95% des moyens qui auraient pu servir à l'État sont volatilisés. Papi me disait un jour que non, M. Yamba, lorsque vous citez la recherche d'un panel qui démontrait que lorsqu'on arrête la corruption, cette fraude à proportion de 30%, on peut générer l'année suivante à 55 milliards de dollars du budget. C'est qu'on peut prendre une vitesse de croisière. Mais il me disait, c'est un cas d'école. Je concède. Mais je dis qu'en fait, ce sont des éléments qui doivent nous permettre véritablement d'activer, n'est-ce pas, ce qui représente nos prérogatives pour que ça change. Parce que sincèrement, si nous allons dire, bon, parce que la corruption existe ailleurs, et nous aussi nous devons le faire. Mais regardez, nous avons combien d'argent? Nous avons combien d'argent dans le budget? J'ai entendu un Premier ministre dire, mais écoutez, je suis le premier à ramener d'un budget d'1 milliard à 7 milliards. Mais écoutez, 7 milliards, qu'est-ce que cela représente pour un pays en dimension sous-continentale? C'est de tout ça. Alors, quelle est la source de revenus aujourd'hui pour le Congo? La source de revenus pour le Congo, c'est essentiellement des taxes, des impôts, et tout ce qu'on génère. Mais si nous pouvons volatiliser plus de 80% de ces ressources, nous resterons avec quoi? Parce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, des entreprises qui génèrent des biens et des services en valeur ajoutée. La plupart de tous ces investisseurs viennent pour prendre les briques et aller transformer ailleurs. Mais nous avons besoin des entreprises qui produisent de la plus-value, etc. Et ça n'existait pas. C'est comme ça que nous avons des problèmes de chômage, nous avons des problèmes de revenus, nous avons. Donc, sincèrement, pour l'instant, ce service vient véritablement résoudre un problème important, encore qui est interaction dynamique entre les différentes structures qui existent, encore qui est une nouvelle dynamique, une nouvelle motivation, un nouvel engagement de la plupart de ces structures, etc., parce qu'elles n'ont pas encore démontré de quoi elles sont capables. Et si c'est le même homme, qui a été incapable de poser des actes qui vont dans le sens de pouvoir enflouer les caisses de l'État en étant dans les structures qui existent, si c'est la même attitude, le même comportement, le même état d'esprit qui véritablement doit piloter la nouvelle structure, moi je crois qu'on n'aurait pas fait un bon bondissement. Mais je considère que le chef de l'État a une volonté de pouvoir faire quelque chose, encore que ceux qui sont véritablement responsabilisés deviennent aussi des artisans qui permettent à ce que notre pays soit bien coté, et pas seulement bien coté, que les citoyens trouvent leur compte. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impossible dès lors qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Il faut avoir des moyens, mais les moyens doivent s'obtenir. Pour l'instant, ce sont les petites recettes générées, parce que nous n'avons pas encore connu des entreprises technologiques, des entreprises qui nous permettent d'avoir une certaine productivité, des entreprises qui produisent des valeurs ajoutées. On n'en a pas encore, qu'il faut que ce soit l'engagement véritablement du gouvernement, qui sont consignés. J'avais vu dans son programme 2012-2016, encore que cela soit rendu opérationnel, parce qu'il me semble que nous entendons encore fort. Nous attendons encore quelques 2 milliards de dollars de Kabamba, volatilisés comme ça à Kasumbalesa. Et pourtant, la douane est censée être un instrument de répression de la fraude financière. On est parti pour l'avoir. Le CNRF n'essaierait, dans ce cas, que la chronique de l'échec annoncé, une institution juste pour parader. Vous savez, les chiffres peuvent affoler, mais les chiffres doivent au contraire motiver au travail. La raison pour laquelle cette institution doit aujourd'hui exister, parce que les chiffres ailleurs, dans d'autres États, sont de loin plus importants. Mais je dis que ces chiffres-là doivent affoler. Et ce que je déplore par rapport à cela, c'est un peu une sorte de complicité passive de ceux-là qui sont censés être des pourvoyeurs de richesses, des créateurs de richesses dans notre pays, notamment les entreprises. Les entreprises devraient aussi mettre en place un système de gestion saine avec un regard fixé. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Cela va appeler à un changement de mentalité. Vous savez, le chef de l'État l'a dit dans son discours. C'est l'État et la nation, à l'issue des concertations nationales, que nous devons prendre conscience d'échanger pour faire une autre politique et construire un autre pays. Il est important qu'à un certain moment, et aujourd'hui je pense que l'heure a plus que sonné, pour que les Congolais dans l'ensemble, et là je ne vais pas politiser un tel débat, je dis les Congolais dans l'ensemble, nous puissions prendre conscience
nous devons considérer les défis qui a relevés devant nous. Et quand maintenant, ce n'est plus l'opposition, c'est les pouvoirs, à travers, par exemple, le vice-premier ministre, qui va initier tout un séminaire pour parler de coulage des recettes et obtenir un chiffre très important. Quand c'est le chef de l'État qui annonce des mesures, là, ce n'est plus l'opposition qui critique les pouvoirs. Là, c'est les pouvoirs qui essayent d'interpeller ceux qui travaillent. Donc, ça montre que les problèmes dépassent un peu les bornes des simples clivages politiques. Aujourd'hui, prenons conscience en tant que Congolais, du moins ceux qui exercent les responsabilités aujourd'hui, mais encore ceux qui l'exerceront demain. Ok. Vous parlez de la prise de conscience par tous les Congolais. Pensez-vous que cela soit possible alors qu'il y a cette grande disparité entre ceux qui sont dans la politique, qui aujourd'hui est le métier qui paye le plus au Congo, et ceux qui sont les cols bleus, hein, les ouvriers qui sont extrêmement pauvres et les politiques qui sont extrêmement riches. Il faut se retrouver en politique pour pouvoir exister, mener une vie assez saine. Pensez-vous que le bas peuple puisse vraiment vous écouter, prendre conscience? Vous savez, ces tableaux sombres que vous essayez de faire, c'est un tableau que je n'approuve jamais. C'est un tableau réel. Si je n'approuve, permettez que je Non, réponde. vous êtes sur la voie de la vérité. Permettez que je réponde. Je ne pouvais pas m'entendre dire autre chose de la bouche de M. Norbert. Non, c'est-à-dire, les combats de tous les jours que mènent les pouvoirs, c'est de réduire un peu l'écart qui existe entre la classe opulente et puis ce que vous appelez la classe paysanne, c'est-à-dire la classe ouvrière, la classe la plus basse, par une politique qui favorise de plus en plus l'émergence de la classe moyenne. Mais nous ne le faisons pas en faisant abstraction de nos propres réalités. Parce que figurez-vous, dans son rapport annuel de 1997, et ça, M. Norbert Yambamba est consultant à la Banque mondiale, donc il ne peut pas contester les chiffres de la Banque mondiale en étant sur le plateau, parce que ça risquait de lui porter préjudice. Dans un rapport de la Banque mondiale de 1997, il était clairement dit que la gestion de la Deuxième République, c'est-à-dire la gestion calamiteuse de la Deuxième République sur le plan économique, bien entendu, a retardé le développement de notre pays d'au moins un demi-siècle. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. On a fait un tableau très sombre de cette gestion calamiteuse et il s'est rappellerait de l'affaire Blumenthal. C'était en 1979 déjà, qui avait même claqué la porte de la Banque mondiale ici, les fameux Allemands, pour parler de la... Il a laissé un terme dans notre économie de la déconvenue, c'est-à-dire des choses qui se passaient, des fractures qui se faisaient, ou pour financer l'économie, il fallait carrément recourir à la planche à billets. Aujourd'hui, ceci n'est plus le cas. Ça veut dire que nous sommes dans un processus où on ne finance plus l'économie par la planche au billet. On finance l'économie, certes, il y a certaines méthodes qu'on pourrait, on pourrait approuver. Bon, il y a certaines méthodes aussi qui pouvaient constituer des débats, mais du moins les résultats montrent qu'il y a une certaine évolution. Est-ce que nous évoluons très vite ou nous évoluons très lentement? Là, c'est un autre débat. Nous pourrions peut-être envisager tous ensemble comment développer rapidement. Alors là, avec la création de cette institution par les chefs de l'État, ça montre clairement que la volonté est affichée à la tête de l'État, du moins pour accélérer le développement. Parce que, en matière de délits financiers, comme je l'ai dit au début, l'élément le plus important, c'est la connaissance du délit. Voilà. Alors, M. Mamba, la prescriptibilité, j'y arrive. Faudrait-il que le SNRF fasse recours à cela pour servir d'exemple, hein, avec tous ceux qui ont été plus ou moins cités, qui n'ont jamais été poursuivis dans des délits financiers? Le SNRF devrait-il recourir à la prescriptibilité, pour mener à bien son travail? Je vais revenir à cette question, mais je voudrais simplement dire un mot par rapport à ce que disait tout à l'heure Papi sur les retards du Congo à l'époque, pendant le régime Mobutu, etc. C'est vrai qu'il a été de même démontré que pour revenir à la situation des 60, par rapport aux actions et aux actes qui ont été posés pendant le régime, il fallait faire 75 ans de travail arrachant, etc., pour qu'on revienne à la situation de 1960. Encore qu'il faut scanner les deux situations pour voir quelle est véritablement la différence dans la gestion. Il faut le scanner et ce n'est pas l'exercice maintenant. De contester un rapport d'une institution dont vous êtes le non, je dis, je suis d'accord avec vous. Et je renforce en disant que c'est 75 ans pour sortir de la situation. À la situation des 60. Et donc, je te renforce. Mais j'ai dit, il faut scanner, il faut photographier les deux régimes
pour voir véritablement s'il y a une différence significative. Bon, ça c'est un autre exercice. Mais je voudrais simplement dire que si, à l'époque, les choses n'ont pas si marché, simplement parce qu'il y a eu une guerre froide. Et cette guerre froide faisait en sorte que les différents dirigeants étaient au service de puissances d'argent. Et qu'on ne pouvait vivre que de la mendicité internationale. Les contextes ont changé. Aujourd'hui, il y a celui qui est censé être le directeur du monde, mais qui est constitué également par deux puissances émergentes. Et aujourd'hui, il y a même des relations sud-sud qui sont très performantes, parce que la Chine intervient en Afrique dans proportion de 200 milliards contre 110 milliards pour les Américains. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'afflux de moyens. Et il n'y a pas que ça. Nous avons la possibilité d'avoir des intervenants de partout à travers le monde. Les 20 dernières années, il y a des entreprises de communication qui ont fait entrer en Arabie Saoudite plus de 12 milliards de dollars, qui ont fait entrer en Guinée équatoriale plus de 1,5 milliard. Je voudrais que cela se différencie avec la situation de notre pays, etc. Et moi, je pense, sincèrement, lorsqu'on regarde l'évolution de la situation économique, lorsqu'on regarde le flux d'investisseurs qui arrivent dans notre pays, avec ce que cela pose comme problème de flux de moyens financiers, etc., on n'aurait pas un budget de 8 milliards de dollars, sincèrement. Il faut un peu plus d'imagination, un peu plus d'innovation, encore que, bon, tous ces intervenants n'amènent pas la valeur ajoutée. Ils sont sur les briques. Ils sont sur les briques. Ce qui reste n'est pas bon. Parce que beaucoup de pays, même en Afrique, que ce soit en Amérique latine. Y a-t-il pas complicité quelque part? Ben voilà, donc c'est de tout ça que je voudrais qu'on relativise un peu les performances réalisées, parce qu'on a encore du travail à faire, étant donné le changement du paysage politique national et international. Alors maintenant, à la question de dire, est-ce que le service que... Oui, le service mis en place, en fait, la prescriptibilité, devrait-il y avoir la prescriptibilité, c'est-à-dire ceux criminels qui n'ont jamais été poursuivis, devait-on les poursuivre ou, en fait, parce qu'on sait aussi, dans ces pays, les enquêtes n'ont jamais, presque jamais. Tout à fait. Bon, écoutez, ça dépend maintenant de la volonté gouvernementale de vouloir faire asseoir un état d'esprit dans notre pays. Parce que l'arsenal juridique, elle est là. Est-ce que, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu, parce que même Papy disait que bon, il n'y a pas encore une loi. Si elle aura, le service aura des pouvoirs de rétroaction, je ne sais pas. Mais en tout cas, lorsqu'il y a une volonté volontariste de pouvoir changer la situation, je pense que la loi va aider à ce service de pouvoir s'occuper d'un certain nombre de délits. Tenez, il y a eu plusieurs commissions qui ont été produites dans notre pays. Vous vous rappelez de la commission Lutundula au travers de la gestion des ressources minières dans ce pays. C'est énorme comme moyen qu'il faut véritablement faire avoir. Et il y a, vous savez, le rapport des Nations Unies par rapport toujours à la question des mines. Il n'y a pas que le rapport Bakadeja, il y a des rapports. Je venais de vous dire le rapport le délégué du procureur qui a fait ce travail au Katanga, etc. Tous ces rapports existent. Le rapport de la Cour des comptes, les rapports des inspections générales des finances. Eh bien, il y a des dossiers. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous saluons la volonté du président de voir changer les choses. Eh bien, nous serons très, très, très d'accord et nous allons devoir soutenir davantage notre président lorsqu'il jette un peu coup d'œil par rapport aux différents rapports et des personnes qui ont été impliquées. Et si elles seront interpellées, je pense que ça va dissuader les autres de ne plus poser des actes incontrôlés. Parce qu'il est anormal que quelqu'un qui, peut-être, n'avait même pas une maison, et 1 mois, 2 mois après, il quitte Kingasani pour aller à ma campagne, après avoir acheté une maison qui coûte plus de 2-3 millions de dollars. Et ça, c'est... Alors, et ce service de renseignement œuvre-t-il naturellement pour faire un travail d'intelligence de manière à dissuader les gens. Parce que c'est pas normal. Il faudrait pas que seule la politique constitue le seul tissu économique de la République. C'est pas normal. Il faut que chacun, lorsqu'il est huissier, lorsqu'il est journaliste, lorsqu'il est paysan, trouve son compte. J'ai toujours vu, et il a été comme moi, n'est-ce pas, dans des pays occidentaux, etc., c'est qu'ils vont au marché, il n'y a pas de différence entre un ministre, un premier ministre, etc. Mais c'est anormal que quelqu'un, pauvre de son état, non, écoutez, j'allais dire qu'il y a un moyen, mais
3 mois, il s'achète une radio, il s'achète une télévision, mais c'est pas possible. Et lorsque on regarde les différents immeubles, on croit que non, c'est tel, c'est pas correct. On n'empêche personne d'acheter des immeubles. Mais il faut aller à la banque, il faut prendre un crédit, et il faut avoir des revenus supplémentaires. Ça, on en a besoin. Et il me semble que si c'est cela la volonté du gouvernement de la République au travers le pilotage et le leadership du président de la République, coup de chapeau, et nous sommes derrière. Mais maintenant, ça retombe comme par le passé. Parce qu'effectivement, croyez-moi, combien de fois on n'a-t-on pas dit de la tolérance zéro, de l'ouverture des prisons, etc. On aurait souhaité, naturellement, voir aussi ces criminels économiques, n'est-ce pas, entrer dans ces prisons-là. Et si c'est ça la volonté, et que le service est véritablement répondre aux préoccupations du président, coup de chapeau, nous sommes là, c'est le début du commencement. Et ça sera un bon bonissement. Et le peuple congolais va applaudir. Et il ne s'agit pas d'une question majorité-opposition, encore que moi je suis société civile, ça c'est évident. Mais je me dis que c'est une question des citoyens congolais. Et nous approuvons naturellement cette décision. Encore qu'elle ne soit pas une institution budgétivore qui va drainer des moyens, mais qui n'aura pas apporté de l'efficacité, de l'efficience par rapport à l'action. Je ne dis pas que ça ne sera pas efficace. Je dis qu'il faut qu'elle apporte naturellement une nouvelle dynamique qui permette à dissuader tous ces criminels économiques à respecter les trésors publics. C'était là votre dernier mot. Ce sera également votre dernier mot dans cette question. Qu'est-ce qui va réellement et concrètement changer, Papi Tamba, avec le CNRF? Vous permettez que je revienne très rapidement. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. M. Dormer a tellement dit des choses ici que je ne pourrais pas faire passer. Le contexte de la guerre froide sous la Deuxième République, ici dans notre pays, laissait à notre pays plus de marge de se développer par rapport à aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous n'avons pas connu des rébellions à répétition, mais c'est aussi un contexte favorable par les institutions de Bretton Woods pour financer nos économies. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a laissé des endettements. Donc cet argent aurait pu servir à reconstruire les pays par rapport à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte plus difficile de reconstruire. Bon, nous espérons dans les prochaines années que ça sera meilleur. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous devons maintenant investir beaucoup d'efforts en matière de paix, ce que Mobutu n'a pas fait. Alors, par rapport à votre préoccupation, moi je pense que ce qu'il faut faire, il faudrait, au-delà du CNRF, que nous puissions envisager au sein même du parquet la formation de certains enquêteurs, plus au niveau seulement des renseignements, mais au niveau de l'instruction du dossier, comme nous le voyons en France avec la brigade financière, qu'ils soient seulement spécialisés. Je pense qu'ici, ça existe dans une certaine mesure quand nous regardons l'organisation de la police judiciaire, mais ils n'ont pas les moyens adéquats. Parce que vous savez, vous allez aujourd'hui en France, les inspecteurs de police et la brigade financière ont les moyens de contrôle plus performants que la police classique, en matière au moins de gestion des comptes, en matière de surveiller les différents mouvements à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on ne surveille pas aussi les flux financiers, il y a aussi risque de financement du terrorisme. Et nous devons essayer de faire très attention dans tout cela. Merci beaucoup, Papi Tamba. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité. Et à vous, M. Norbert Yamayamba, vous êtes membre de la société civile. Merci d'avoir répondu. Représentant des paysans. Absolument. Représentant des paysans. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Merci. Il sera dans un peu moins de 2 minutes, 10 heures à Kinshasa, le retour de l'information avec... Radio 50.